Bonjour tout le monde. Je propose que l'on démarre. Je suppose que tout le monde est à peu près là. On attendait un peu 5 minutes. Alors, ce ne sera pas le quart d'heure Picard, mais c'est les 5 minutes Picardes. Donc, bienvenue sur ce nouveau webinaire. Des petites règles juste pour vous rappeler, surtout coupez bien vos micros pendant que l'on parle. Après, vous pourrez intervenir et poser vos questions. Après, on va déjà dérouler, je pense, le diaporama. C'est normalement un format court, enfin c'est un format court, donc ça ne va pas durer très très longtemps. C'est pour ça qu'on préfère peut-être exposer notre diaporama et ensuite vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas non plus à poser des questions via le chat. Donc ce webinaire est enregistré, cette fois je n'ai pas oublié, donc je viens de l'enregistrer avant qu'on démarre, comme ça il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce webinaire, ça commence à être une petite habitude, hein. Donc oui, je vous ai présenté, bon, j'introduis, mais après moi je pars rapidement. Donc Isabelle Petit, responsable du pôle partenaire. Ensuite, par ordre d'apparition, ce sera Gaëlle Malassi et Tatiana Mansart qui sont techniciennes conseil au pôle partenaire, et Stéphanie Dominguez qui est conseillère technique au pôle partenaire. Donc, juste un petit mot introductif sur ce webinaire. Alors déjà, merci d'être présent. Je crois que c'est le deuxième qu'on vous propose cette année. L'intention, c'est d'en proposer toujours sous format court, au moins deux par an en fait, à des questionnements qui vous interrogent tout le long de l'année. Donc, ça peut être vraiment du pratico-pratique ou des choses un peu plus ardues si vous voulez. Mais il faut vraiment nous faire des retours sur ce sur quoi vous voudriez qu'on intervienne sous ce type de format. Donc, une petite introduction. Donc, la branche famille, elle renforce toujours son accompagnement pour les accueils de loisirs, hein. Donc, il y a eu plusieurs mesures depuis l'année dernière. Donc, déjà, la prestation de service ALSH qui a été revalorisée via son prix plafond pour toutes les prestations de services ALSH, que ce soit de l'extrascolaire, sur périscolaire ou l'accueil ado. La pause méridienne également, hein, qui maintenant, elle est financée dans son intégralité. Il y a eu aussi un développement de l'offre ALS, de l'accueil de loisirs et l'accueil de jeunes grâce au CTG, puisqu'on a une offre nouvelle qui est bonifiée pour les offres nouvelles des accueils de loisirs. Cette année, elle est quand même plafonnée à 25%. Et puis, il y a eu également un fonds d'aide pour l'investissement des ALSH. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'il y a eu un recensement de projet qui vous avait été envoyé, qui a été envoyé à tous les gestionnaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins, même si à ce jour-là, vous n'avez pas encore vraiment, le projet peut-être pas encore bien abouti, vous n'avez peut-être pas tout à fait les devis. Mais nous, ça nous permet de savoir un peu les projets sur les différents territoires et de pouvoir l'inscrire en fait sur notre politique de l'année prochaine et surtout budgétairement. Donc, je crois que ce questionnaire, ce recensement, il prend fin la fin de la première semaine des vacances de Noël, donc tout début janvier. Cette COG, elle contribue aussi à l'accessibilité des ALSH et des accueils ados, notamment par la généralisation du complément inclusif. Donc, ce complément inclusif qui peut vous aider à lever des freins pour l'accueil des enfants porteurs de handicap. Et enfin, cette politique, elle s'inscrit toujours dans le cadre, d'un cadre partenarial, notamment par le biais du schéma départemental des services aux familles, des CTG, des contrats territoriaux globaux, et des PEDT. Donc, pour ce webinaire, on vous propose d'aborder le fameux complément inclusif des accueils de loisirs, ensuite le bonus territoire offre nouvelle, et enfin, les éléments financiers du prévisionnel, des données actualisées et du réel aussi N+1. Et enfin, on pourra évidemment échanger sur vos éventuelles questions. Surtout, vous pouvez vous lâcher au niveau des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, etc. Ça peut être du b.a.-ba, comme des... Voilà. Il faut vraiment... On est là pour ça et c'est vraiment le moment. Il faut bien vous dire que souvent, les gens n'osent pas poser les questions. En général, les questions, elles profitent un peu à tout le monde. Donc, surtout, il ne faudra pas hésiter à poser vos questions.
Donc là, je donne la main à mes collègues, Madame Malassi ou Madame Mansart, sur le complément inclusif. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Tatiana Mansart, technicien conseil. Alors, moi, je vais vous présenter la partie sur le complément inclusif. Donc, en quoi ça consiste, les objectifs et comment en bénéficier. Donc, en quoi ça consiste? Donc, c'est une nouvelle aide financière complémentaire à la prestation de service mise en place depuis le 1er janvier 2024 et qui est versée aux accueils de loisirs accueillant un enfant ou un adolescent bénéficiaire de l'AEH. Les CAF souhaitent en effet renforcer l'inclusion des enfants et adolescents en situation de handicap dans les accueils de loisirs et renforce donc son offre de services par la mise en place de ce complément. Donc, les objectifs, donc c'est améliorer l'accessibilité à une offre de loisirs de qualité pour tous, financer les éventuels surcoûts pour les gestionnaires de ces accueils, garantir une meilleure continuité des temps pour l'enfant ou l'adolescent en situation de handicap, faciliter également la conciliation entre la vie familiale, la vie professionnelle et sociale, et enfin opérer un changement de regard sur le handicap. Donc, les structures qui sont éligibles. Donc, ce financement concerne les accueils de loisirs périscolaires, extrascolaires et les accueils adolescents déclarés à l'SDJES et financés par l'APS ALSH. Donc, ce financement s'élève à 4,50 € par heure d'accueil réalisé d'un enfant ou d'un adolescent bénéficiaire de l'AEH, quel que soit le régime d'appartenance, et elle est versée en complément de l'APS ALSH. Pour en bénéficier, il convient de déclarer les données relatives au complément inclusif en même temps que les données d'activité de la LSH via le service AFAS, comme vous l'avez fait lors de votre actualisation de septembre, donc pour les accueils éligibles. Là, effectivement, si vous avez déclaré des heures sur votre actualisation du mois de septembre, nos services vous ont demandé de transmettre le justificatif AEH des enfants via la plateforme sécurisée PEPS. J'insiste en fait sur le fait que la notification de décision MDPH doit préciser que l'enfant est bénéficiaire de l'AEH. En fait, c'est la condition nécessaire pour bénéficier du complément inclusif. Voilà en fait, en résumé, les différentes modalités pour le complément inclusif ALSH, donc qui est mis en place depuis le 1er janvier 2024. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue Gaëlle Malassi, qui va vous présenter l'offre nouvelle du bonus territoire. Pas de questions à ce niveau-là sur le complément inclusif? Est-ce que ça vous pose question? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? D'ailleurs, un certain nombre de structures, là, je sais qu'on vous demande pas mal d'éléments par rapport à des notifications AEH. Mais ça, c'est parce qu'il y a des enjeux financiers très importants. Et c'est vraiment très important, ce complément inclusif, on insiste bien, hein, c'est vraiment uniquement pour les enfants qui bénéficient de l'AEH. D'ailleurs, alors AEH, c'est l'allocation enfant handicapé, il me manque le E, mais c'est pas grave. J'insiste aussi, parfois vous pouvez avoir aussi une notification de la MDPH, mais cette notification, elle ne veut pas forcément dire que l'enfant est bénéficiaire de l'AEH. C'est pour ça qu'on insiste vraiment lourdement sur cette attestation d'AEH en fait. C'est vraiment, il y a uniquement ça qui fait foi. Je laisse la parole à Gaëlle. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Gaëlle Malassi, technicien conseil à la CAF de la Somme. Pour commencer, je vais vous rappeler les critères cumulatifs à respecter afin de pouvoir bénéficier du bonus territoire. Donc, dans un premier temps, il faut percevoir la prestation de service à LSH, être soutenu financièrement par une collectivité compétente, et il faut que cette collectivité compétente soit signataire d'une CTG, la Convention territoriale globale. J'en profite là pour vous indiquer aussi que sur le département de la Somme,
tous les territoires sont signataires d'une CTG. Que ce soit, alors nous, c'est à l'échelle intercommunale, les CTG, mais les communes sont aussi signataires. Donc, même si les comités de communes n'ont pas la compétence, les communes l'ont et elles sont bien signataires d'une CTG. Donc, dans le cadre du bonus territoire, jusqu'à fin décembre de l'année dernière, donc 2023, seule l'offre existante était financée. Donc, l'offre existante, c'était la base des charges à payer N-1 au moment de la contractualisation de votre convention. Et donc, dans celle-ci, le montant forfaitaire et le nombre d'heures sont inscrits, ce qui vous permettait en fait de calculer votre droit au bonus territoire. Afin de rétablir la possibilité d'accompagner le développement de la politique enfance-jeunesse, la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2024 prévoit désormais de financer l'offre nouvelle, mais dans la limite de 25% des heures existantes. Et donc ça prend effet à compter du 1er janvier 2024, avec un montant forfaitaire qui est unique pour toutes les structures, qui est de 30 centimes par heure nouvelle. Par rapport aux ALSH où il n'y a pas d'offre existante, c'est également 30 centimes par heure nouvelle, mais il n'y a pas de plafonnement. Toutes les heures nouvelles sont finançables. Il faut également savoir que nous, CAF, on finance au maximum 80% des charges de la structure. C'est-à-dire que si votre cumul de la prestation de service ALSH et du bonus territoire dépasse les 80% des charges de votre structure, c'est votre bonus territoire qui sera plafonné. Donc, votre PSA-LSH, vous l'apercevrez en intégralité, mais l'écrêtement, il se fera bien sur le bonus territoire. Alors, il y a une petite subtilité, c'est que le plafonnement de l'offre nouvelle à hauteur de 25% ne prendra effet que sur votre déclaration réelle 2024, qui sera à transmettre à compter de mi-février 2025. Et donc, sur votre déclaration actualisée de septembre, le droit bonus territoire qui apparaît sur votre notification de subvention, ce n'est pas le droit plafonné. Il faut vraiment vous référer à votre notification de paiement. C'est celle-ci qui fait foi pour la déclaration actualisée de septembre, parce que suite aux instructions qui ont été transmises par la CNAF, ça nous a permis de calculer votre juste droit bonus territoire et on vous a versé la compte à hauteur de 70% du droit plafonné, ce qui nous a permis de ne pas générer un trop perçu qui pourrait effectivement vous mettre en difficulté par la suite. Donc, au niveau du mode de calcul, il faut reprendre en fait le nombre d'heures que vous avez déclaré sur votre déclaration en le plafonnant à l'existant, multiplié par le montant forfaitaire qui apparaît sur votre convention, auquel il faut du coup ajouter le nombre d'heures nouvelles plafonnées à 25% de l'heure existante, à multiplier par le barème de la nouvelle heure ALSH qui est de 30 centimes. Donc bien sûr, je vous ai mis un petit exemple pour y voir un petit peu plus clair. Donc, j'ai pris un accueil de loisirs avec un bonus territoire de 30 000 heures existantes et un montant forfaitaire par heure de 87 centimes. Donc, le financement de l'offre nouvelle maximale, il sera donc de 7 500 heures. Donc, tout simplement, j'ai pris mes heures existantes, 30 000 que j'ai multiplié par 25%, ce qui me donne 7 500 heures. Et là, je vous ai mis 3 petits cas pratiques. Donc, dans la première situation, vous avez déclaré 35 000 heures sur votre déclaration. Donc, vos heures existantes, on est toujours sur 30 000. On va retenir 5 000 heures nouvelles. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous des 25% d'augmentation. Donc là, on pourra retenir la totalité. Donc, 30 000 heures existantes fois 0,87, plus l'offre nouvelle, donc vos 5 000 heures avec le montant forfaitaire unique de 30 centimes. Ça vous donne un droit bonus territoire à 27 600 euros. Dans la deuxième situation, on dépasse les 25% d'augmentation. Vous déclarez 40 000 heures, donc toujours avec notre base de 30 000 heures existantes. On ne va pas retenir les 10 000 heures nouvelles, on va en retenir que 7 500. On borne à 25%. Donc toujours 30 000 heures existantes fois 87 centimes. Et l'offre nouvelle, du coup, 7 500 heures fois 30 centimes. Le droit BT maximal s'élève à 28 350 euros. On n'ira pas au-delà. Dans la troisième situation, vous déclarez moins d'heures que vos heures existantes contractualisées dans votre convention. Donc évidemment, on va retenir les heures déclarées. Donc là, tout simplement, on fera 25 000 heures fois 87 centimes, ce qui nous donnera 21 750 euros. À savoir que là, le montant forfaitaire par heure de 87 centimes, c'est à titre d'exemple. Chaque montant est propre à la structure et pour avoir le montant forfaitaire qui vous concerne, il faut vraiment vous référer à votre convention d'objectifs et de financement.
Donc voilà pour le bonus territoire offre nouvelle. Sachant aussi que vous devez bien le reporter. Alors, on vous le répète, hein, je pense que vous l'avez bien intégré depuis le temps qu'on vous le dit, mais j'en profite quand même pour faire une petite piqûre de rappel. Il faut reporter donc le montant bonus territoire dans le compte 706,26, montant bonus territoire, convention territoriale globale. Si on n'a pas de montant dans ce compte-là, on sera forcément obligé de vous retourner la déclaration juste pour mettre un montant. Donc voilà, petite vigilance par rapport à ça pour éviter les allers-retours de déclaration. Je laisse désormais la parole à Madame Dominguez qui va vous parler des données financières. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette offre nouvelle ALSH avant qu'on démarre sur les éléments financiers? Allez-y, c'est le moment. Transmettre le PowerPoint. Oui, bien sûr, on vous transmettra le diaporama sans problème. Ah, je n'avais pas vu la question. Comment recueillir les justificatifs AEH si des familles ne nous informent pas de la situation des enfants? Bah, si elles sont pas. En fait, c'est clair, si elles ne peuvent pas vous les transmettre, c'est que les enfants ne doivent pas avoir la notification AEH, donc il ne faut pas les comptabiliser en tant que tels, en fait. Si vraiment ils ont des difficultés, mais sur leur compte, ils peuvent télécharger leur attestation. Sinon, mais vraiment, il faut que ça reste très à la marge. Il faut prendre le numéro allocataire que nous, on puissions vérifier, mais on ne pourra pas se permettre de vérifier 50. Enfin, si tous les centres de loisirs nous demandent on ne pourra pas justifier à chaque fois pour tous les centres de loisirs. Si les familles ne sont pas en capacité de vous donner cette notification, c'est qu'elles ne sont pas bénéficiaires et donc vous ne pouvez pas les inscrire comme telles dans la déclaration. C'est CAF. Là, on est bien sur les heures CAF. Je voyais l'enfant doit-il être CAF ou MSA? Nous, c'est la CAF. Donc là, on verse pour les enfants ressortissants du régime général. Comment accéder à la plateforme PEPS? Il faudrait nous indiquer parce que je ne vous connais pas, Monsieur Olivier. En fait, normalement, vous avez reçu de la part de la technicienne un mode d'emploi. Mais si c'est passé à la trappe, il faudrait nous indiquer de quelle collectivité vous êtes, hein, ou association. Il y a une technicienne qui prendra contact avec vous. Sinon, je pourrais vous envoyer les éléments, Monsieur Odiger, vu que c'est les villes sœurs, c'est mon secteur. Je pourrais vous envoyer les personnes ressources et les éléments en question. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'offre nouvelle bonus territoire ou l'AEH? Un complément inclusif plutôt? Bon, eh bien, on passe aux éléments qui constituent un budget. La partie de Madame Dominguez. Donc, bonjour à tous, merci d'être là cet après-midi. Donc, l'objectif en fait de mon intervention, c'est de balayer. Alors, rapidement, on ne va pas faire un cours de compta, je vous rassure. En plus, je ne suis pas comptable. Donc, là, l'idée, c'est de revoir vraiment au niveau des différentes lignes budgétaires de ce que la CAF vous demande dans le cadre de la complétude d'AFAS, ce que vous devez rapatrier, dans quelle ligne, etc. Pour pouvoir avoir une vision un petit peu plus claire. En plus, les éléments ont pas mal changé. Il y a des lignes qui sont apparues, il y a des lignes qui ont disparu, il y a de plus en plus de subtilités entre les bonus, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de revoir ligne par ligne rapidement, sachant que sur le budget et sur l'activité, on proposera probablement quelque chose d'ici quelques mois, l'idée étant d'être le plus dans la temporalité possible, c'est-à-dire que de traiter une question lorsque celle-ci va vous être d'un intérêt important dans les semaines ou les mois qui viennent, de ne pas aborder des choses où vous n'allez pas avoir besoin d'utiliser pendant 6 mois. Est-il possible de grossir un peu l'écran? Difficile de lire. Ouais, alors je comprends, j'ai fait un petit peu des captures d'écran sur notre logiciel. Hop. De toute façon, je vais revoir. Je vais vous les relire hein, de toute façon au fur et à mesure. Donc, pas de souci. J'espère que ça va mieux là. C'est bon pour vous? Florence, c'est bon pour toi? Est-ce que c'est toi qui poses la question? Ok. Je ne pense pas pouvoir faire beaucoup plus grand,
Mais de toute façon, je vais vous relire un petit peu les éléments qui sont sur la gauche. Donc, en fait, on va avoir une partie compte de charge, une partie compte de produit. Si on remet un petit peu les choses en perspective, voilà, un compte de résultat, c'est quoi? C'est la photographie de l'efficience ou de l'efficacité d'un service sur une année donnée, du 1er janvier au 31/12, sachant que c'est différent du bilan. Le bilan, c'est le patrimoine de l'association, donc on est sur deux pièces différentes. Ce budget, chez nous, il est à compléter, vous le savez, en prévisionnel, en actualisé 2 fois dans l'année et en réel. L'objectif étant, pour le redire, c'est de prévoir au plus juste nos dépenses, puisque la CNAF nous demande d'être au plus juste dans nos prévisions budgétaires. C'est-à-dire que si vous surévaluez les choses, de ce fait, nous, on va être pénalisés et d'autres le seront probablement. Si vous sous-évaluez, on n'aura peut-être pas la possibilité de vous accompagner financièrement à hauteur de ce que vous devriez prétendre. Donc, l'idée sur un prévisionnel, alors ça s'adapte, hein, effectivement, on ne vous demande pas d'être à l'euro près au prévisionnel, mais l'objectif, c'est de se dire, en prévisionnel, vous faites attention à l'activité, au financier de l'année précédente, vous voyez un peu si vous êtes dans la même situation, et vous ajustez au fur et à mesure de l'année. Donc, en juin, vous avez déjà l'activité réelle et le financier réel, puisque beaucoup changent leur activité, et tant mieux, hein, ça veut dire que vous regardez vraiment ce qui se passe au sein de votre accueil au niveau de l'activité, mais le financier aussi évolue, puisque vous avez quasiment tous des comptabilités analytiques, et vous avez une vision claire de ce que vous avez dépensé du 1er janvier au, par exemple, si c'est l'actu de juin, au 30 juin. Donc, l'idée, c'est de rapatrier ces données réelles et ensuite de se projeter sur les 9, 6 ou 3 mois restants. Sachant que l'actualisation de septembre, évidemment, est la plus importante pour nous, puisque ça nous permet de mettre de côté les fonds nécessaires pour le versement de l'aide en N+1. Donc là, vous avez votre activité et votre financier du 1er janvier au 30 septembre. Donc, il vous reste la projection du 1er octobre au 31 décembre. Il n'y a pas énormément de structures qui fonctionnent pendant les vacances de Noël. Donc, la projection est quand même un petit peu plus faisable au 30 septembre. Donc là, on se dit, mince, quand on voit des dossiers qui n'ont pas évolué du tout, ça pose question, en fait. Vous n'avez juste pas réévalué les choses. Et pour autant, c'est hyper important pour nous. Et de ce fait pour vous, parce qu'on n'a pas envie de vous pénaliser dans le versement de l'aide financière. Moi, j'ai une question, Alors, Stéphanie. oui, Alors, on en a parlé là ouais, récemment, ouais. mais la difficulté, si on compare entre N-1 et N, Mhm, alors en tout cas chez nous, c'est qu'on est mhm, confronté à des effectifs très fluctuants. Et alors forcément, on part sur une base de travail en début d'année de chaque ouais, année ouais. sur une jauge d'accueil, mais on est complètement tributaire de cette fréquentation. Mhm, Donc, c'est vrai qu'on a, enfin, depuis plusieurs années, on a des gros écarts entre la prévision de début d'année et puis le cours d'année. Mais là, quand tu disais que il faut être au plus juste, mais que si on sous-évalue, on prend le risque aussi de ne pas être accompagné à la juste mesure de la mhm. fréquentation de la structure. Donc en fait, on est quand même obligé de, entre guillemets, plutôt surévaluer si on veut être sûr d'être financé au moins Non, au bon niveau. Je pas ne sais pas si tu vraiment. me comprends. Si je comprends très bien, en fait, mais c'est ce qu'on disait la semaine dernière quand on s'est vu, c'est-à-dire que le prévisionnel, on peut l'entendre, vous n'avez pas forcément, à part la vision de l'année précédente, on peut pas savoir ce qui va se passer durant l'année. Donc, qu'il y ait des gros écarts entre le prévisionnel et la première actualisation, ça s'entend. Qu'il y ait des écarts entre le prévisionnel et la deuxième actualisation, ça s'entend aussi. Mais l'actualisation de septembre, et c'est pour ça que j'insiste bien, ça veut dire que l'activité réelle de l'accueil, vous l'avez du 1er janvier au 30 septembre. Ça, c'est sûr, ça ne bougera plus. Donc, s'il y a une différence entre le prévisionnel et la deuxième actualisation, c'est pas très grave, puisque nous, on va se baser pour vous payer sur l'actualisation de septembre. Donc, Ok. on peut, on va dire, avoir une petite variation sur votre projection novembre-décembre. Ça peut arriver en novembre-décembre, vous ne savez pas si le mercredi, vous aurez 10 enfants au lieu de 15. Mais la réalité des choses, de l'activité et du financier, vous l'aurez déjà sur les 3 quarts de l'année. Ok.
Et c'est ça qui est vraiment important. Après que, par exemple, tu déclares 10 000 heures en prévisionnel en janvier, qu'ensuite tu vois qu'il y a beaucoup moins que prévu, tu n'en déclares que 5 000 à l'actualisé de juin, bah, effectivement, il va y avoir des allers-retours entre nos services et le CSC en demandant bah, pourquoi. Il faudra justifier de dire bah, on pensait qu'on aurait plus d'enfants, on ne les a pas eus, on a une population peut-être particulière, etc. On ne s'attendait pas à ça. Et puis, en juin, bah là, tu as une photographie qui est quand même plutôt concrète. C'est-à-dire là, on est quand même plus sur du concret, on est sur du 9/12e de l'année, donc on est quand même sur du concret. Et puis sur les 3/12e restants, bah oui, là, on se projette, on essaye de faire avec les moyens du bord. Donc voilà, donc c'est vraiment cette actualisation de cette langue qui est la plus importante. Ok, merci. Je t'en prie. Donc, du coup, je vais balayer mes petites lignes budgétaires. Donc, je me suis fait quelques petites notes. Alors, parce qu'il y a quand même des choses que je n'avais pas en tête. J'ai fait mes petites recherches aussi sur Internet. Sachez qu'on trouve pas mal de choses sur la comptabilité des associations. Je vous encourage grandement à vous procurer un plan comptable parce que c'est quand même hyper pratique. Moi, je l'utilise quand même assez régulièrement. Ça ressemble à ça. Alors, il y en a un nouveau. Alors, je ne sais pas si on le voit là. Hop, hop. Ça ressemble à ça, un petit plan comptable. Surtout qu'il y a des choses qui évoluent régulièrement. Et là, en l'occurrence, on va le voir sur une des dernières lignes où là, ça va changer à partir du 1er janvier 2025. Donc, du coup, je ne pourrais pas vous donner trop d'éléments, mais il faudra juste qu'on soit vigilant. Je ne pense pas que ça change grand-chose, hein. Vous êtes en accueil de loisirs, donc ça devrait le faire. Donc là, je vais prendre le compte des charges. Donc, les charges, bah, c'est ce que ça vous coûte. Et donc, vous devez rapatrier chacune de vos dépenses dans ces lignes-là. Donc, au niveau des achats, bah là, il n'y a pas trop de surprise, hein. C'est quand vous faites l'achat de goûter, vous faites l'achat de matériel, vous faites l'achat de tout ce qui n'est pas amorti. Donc, c'est-à-dire si vous achetez des gros jouets ou si vous achetez du mobilier, ce ne sera pas dans cette case-là, puisque ça fera plutôt partie de votre bilan, puisque ce sera des biens qui seront amortissables. Donc là, c'est les achats, les petits déjeuners. Si vous avez besoin d'acheter, j'en sais rien, moi, un petit peu de matériel, bah, du fongible, des feutres pour de l'activité manuelle, etc. Donc là, c'est dans le compte 60. Dans le 611, on est sur de la sous-traitance générale. Donc, par exemple, si vous externalisez la comptabilité, si par exemple vous avez un cabinet comptable qui vous fait la comptabilité, ce sera sous-traitance administrative, paye compta, le nettoyage, par exemple, la maintenance de vos équipements, si vous avez besoin de faire appel à une entreprise de nettoyage, par exemple, ou je pense aux centres sociaux ou d'autres, hein, d'ailleurs, qui ont dû faire appel à des agents de sécurité, ou là, ce sera dans sous-traitance générale. Là, on est dans la troisième ligne, où on a location mobilière immobilière plus charges locatives. Là, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein. C'est le loyer si vous en avez inversé, et les charges locatives, donc ce qui recouvre les fluides notamment. Donc là, c'est dans cette ligne-ci. En fait, il y a quelque temps, vous aviez dans vos comptes de résultats une ligne service extérieur et une ligne autre service extérieur. En fait, le 61, tout ce qui relève du 61, c'est le service extérieur, et le 62, autre service extérieur ici. Sur le 61 AUT, donc je pense que ça va être pour autre service extérieur, j'imagine. Donc là, je me suis noté donc toutes les charges relatives aux assurances, donc assurance de véhicule, assurance de la structure, à l'entretien, par exemple des véhicules. Si vous avez un minibus et que vous devez le faire réparer, c'est dans cette classe-là, hein, c'est dans cette ligne-là que vous devez faire apparaître votre charge. Avec le PowerPoint, moi, on n'a pas tout mis sur le PowerPoint. Moi, je me suis fait des petites notes qui me semblent intéressantes. Je les annexerai peut-être au PowerPoint. Ça peut être pas mal. Attends, donc là, nous allons passer, donc nous étions au 61, donc là, on passe au 62, donc personnel intermédiaire et détaché. Donc là, on est sur les intervenants extérieurs quand vous faites appel à des associations, que ce soit, je prends par hasard, Circonflex ou d'autres, vous les mettez dans cette catégorie-là. Il est noté personnel intérimaire, ça ne concerne pas le personnel vacataire lors des centres d'été. Ce n'est pas les CDD, ceux-là, ils seront à frais de personnel.
Donc, tous les intervenants à qui vous faites appel et que vous avez en facture, vous les mettez sur ce compte-là, sur le 621. Ensuite, nous sommes sur le 62 haute. Donc là, pareil, une classe importante pour vous parce que c'est là que vous allez devoir faire émarger les dépenses liées au transport quand vous louez des bus, que vous allez faire des sorties, etc. Même chose sur les droits d'entrée, si vous allez dans un parc ou peu importe, en tout cas un musée. Donc tout ça, ça va être sur cette ligne-là. Et vous allez y indiquer également frais téléphoniques, frais Internet, frais postaux, etc. Donc ensuite, on va avoir les impôts et taxes liés aux frais de personnel. Là, c'est là que vous voyez ces petites choses à côté. C'est parce que dans la face, vous avez les petites infobulles ici. Donc là, j'ai fait ni plus ni moins qu'une capture d'écran de l'infobulle. Alors, il y a une question d'Aurélia. Si par le biais d'un marché, nous avons délégué le fonctionnement de la LSH à une association, nous devons déclarer la prestation versée à l'association en sous-traitance ou bien nous devons déclarer les charges de l'association. Ah, mais là, c'est un marché, c'est-à-dire que dans le cadre de ce marché-là, l'organisateur, c'est l'association. Donc, c'est l'association qui va compléter le compte de résultat, il me semble. C'est ça, peut-être que vous pouvez... Je me permets de prendre la parole, Oui, du coup, ce sera allez-y. plus simple. Allez-y. C'est nous, on reste les gestionnaires. Donc, ça veut dire que c'est moi qui fais les déclarations financières. Mais la question, D'accord. c'était est-ce que je déclare ce que je leur verse Ouais. ou est-ce qu'effectivement, eux, ils me fournissent un budget, hein, enfin, des données financières avec achat. Donc, du coup, je reporte Ouais. ce que eux me Oui, c'est ça. fournissent. En fait, ça veut dire que tout ce qui relève, puisque c'est un marché, en fait, c'est-à-dire qu'eux vont vous fournir un service. Ouais, tout Donc, à vous fait. devez mettre ça dans cette classe-là. Et le jour où, s'il y a un jour un contrôle de Madame Poiré, pouvoir en fait justifier du pourquoi vous l'avez, enfin en tout cas par rapport au montant. Après, j'ai envie de dire, en fonction des lignes, si Madame Poiré récupère un petit peu tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle voit en dépenses et en recettes, ça devrait aller. Mais là, effectivement, si on regarde de plus près, ça veut dire que ça devrait plutôt être sur cette ligne-là. Donc, en sous-traitance. Oui. Ok, ça marche, merci. De rien. Donc, nous arrivons sur le compte. Alors là, donc j'étais. Oui, impôts et taxes, du coup. Donc, j'ai pris les infobulles. Donc, 63A, j'ai reporté ici 63A. Donc là, c'est les taxes sur les salaires, en fait, hein, tout ce qui est aux frais de personnel. En dessous, tout ce qui n'est pas lié aux frais de personnel. Et puis ensuite, la ligne 64, ça, il n'y a pas besoin non plus de faire un épisode là-dessus, parce que ce sont les frais de personnel. Donc, CDI, CDD, etc. Donc, le compte 65, autres charges de gestion courante, on se pose toujours des questions sur ces 65, 66 et 67. Donc là, j'ai fait mes petites recherches. Donc, sur le 65, donc il y a les indemnités d'élus, si vous avez, si vous donnez des indemnités d'élus dans le cadre de votre conseil d'administration, par exemple. Le ratio, on parlait lors du dernier webinaire des clés de répartition sur des frais de siège, par exemple. Vous avez, je vais prendre par exemple une fédération d'éducation populaire qui a 10 accueils de loisirs. Elle va, on va dire, appliquer une partie des frais de fonctionnement de l'association sur chacun des comptes de résultats. Et donc, c'est sur cette ligne-là, autre charge de gestion courante, que ça va être appliqué. Si par exemple, on part du principe que, je vais dire, une fédé met 5% de son fonctionnement général sur ses 30 accueils de loisirs, s'il y a 2 activités, etc., c'est dans cette ligne-là que ça va apparaître. Donc là, nous sommes autre charge de gestion courante, charge financière. Là, tant mieux si vous n'avez rien dans cette ligne. Voilà, ce n'est pas le cas, mais c'est les intérêts d'emprunt ou les agios, si vous avez eu des difficultés au niveau trésorerie, etc. C'est sur cette ligne-là que ça va devoir apparaître. Et puis, en 67, les charges exceptionnelles. Et là, ce sont soit des rappels d'impôts que vous n'aviez pas encore payés, ou ça peut être des amendes. Vous pouvez avoir pris, dans le cadre de vos missions, un animateur a pris un minibus et a pris une amende pour excès de vitesse ou je ne sais quoi. C'est dans le compte 67. Ensuite, on a le compte 68. Donc, hop. 68, là, on est sur la dotation aux amortissements.
Donc ça, en fait, effectivement, hein, c'est quand vous faites de l'achat de gros matériel, vous devez amortir ce gros matériel avec une quote-part, etc., de la dépréciation. Enfin, tout ça, en fait, c'est, on va dire, c'est plutôt l'objet soit de votre comptable, si vous en avez un, parce que toutes les associations n'amortissent pas, en fait, hein. Ça dépend. Les amortissements, c'est souvent quand les associations sont un petit peu plus importantes. Par exemple, vous faites l'acquisition d'un ordinateur. L'ordinateur, vous allez l'amortir sur 4 ou 5 ans. Soit le choix, ça va être de ne pas l'amortir, et dans ce cas-là, vous supportez la charge sur l'exercice en cours. Soit vous décidez d'amortir, et dans ce cas-là, ça sous-entend que chaque année, vous allez avoir 300 € à amortir pour pouvoir, à la fin des 5 ans, en racheter un autre. C'est ça le principe de l'amortissement. Ou le mobilier, par exemple. Et pour savoir combien d'années vous pouvez amortir un bien ou du matériel, il y a en fait une liste, hein, que vous trouvez facilement sur Internet qui vous dit un ordinateur s'amortit en tant de temps, un véhicule plutôt en tant de temps. Donc voilà, il y a des règles à suivre. Donc ensuite, on arrive sur le compte numéro 68. Et sur ce compte 68, on est plus sur, par exemple, quand vous avez un départ à la retraite qui s'annonce et que vous devez provisionner en fait enfin, la prime de fin de carrière, en fait. Donc vous la provisionnez sur cette ligne-là. Impôt sur le bénéfice, ça ne concerne pas. Et puis, contribution volontaire, donc il y a encore cette petite infobulle, où là, on est contrepartie de contribution gratuite hors bénévolat. Donc, je m'explique, ça sous-entend, par exemple, une association dont la collectivité met à disposition les locaux, par exemple. Donc, vous ne dépensez pas de loyer, mais par contre, pour donner du poids à l'action et pour pouvoir estimer le coût de l'action, on le met dans cette partie-là en se disant ça ne sort pas de notre portefeuille, la collectivité nous met à disposition, donc on le valorise ici. Donc là, on est là sur le compte des charges, on est pas mal. Donc là, je vois qu'il y a encore quelques petites questions. Non, il y en a une. Nous, on mettait les entrées dans les prestations. Compte 60 et non 62, donc on doit mettre entrée en compte 62 et puis en compte 60. Tu peux me dire, Florence, s'il te plaît? En fait, c'est tout tout ce qui est entrée avec Ouais. les frais Ah, d'entrée. tu mettais dans les achats. Ouais. Oui, tout ce qui est bullying. Oui, alors après, si vous aviez l'habitude de les mettre dans les achats et que ça ne posait pas de problème, mais c'est dans les achats. Je veux dire, c'est ce que j'ai évoqué. Si vous expliquez en cas de contrôle que les entrées dans les parcs, etc., vous l'avez mis dans le 60, on ne va pas vous dire ça pose problème. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous le mettez en 60, vous mettez en 60. OK. Voilà. Alors, donc ensuite, nous passons aux produits. Donc, les produits, ce sont les ressources. Et donc, hop. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai que prestations reçues de services reçus de la CAF, là, c'est la PS ALSH. Donc là, il n'y a pas de secret. Rapidement, pour calculer, ça, c'est peut-être des données que j'aborderai après. Pour calculer la prestation de service ALSH, c'est important de savoir comment on la calcule. C'est très simple, hein, mais il vous faut deux variables, le prix de revient de votre accueil et à partir de ce prix de revient, vous pouvez calculer votre PS parce que j'ai reçu quand même pas mal d'éléments. J'ai eu des échanges avec des accueils qui me disaient mais c'est pas si simple de calculer notre prestation de service accueil de loisirs et c'est pas souvent la même qu'on voit sur notre réel, etc. Donc, je vous dirai tout à l'heure, mais c'est pas compliqué du tout. Fonds d'accompagnement de la CAF, il n'y a pas de petite infobulle, mais il n'y a pas beaucoup d'accueil de loisirs dans le département qui doivent pouvoir renseigner des choses là-dessus. C'est des fonds dans le cadre de nos fonds publics et territoires CAFSOM. Et donc, en termes d'éligibilité, il n'y a pas beaucoup d'accueil de loisirs qui en ont, mais voilà, c'est bon à savoir. L'aide spécifique, donc là, j'y fais référence ici. Pareil, on n'est plus sur une organisation en temps scolaire de 4 jours et demi. C'était en 2013, vous vous rappelez, on vous finançait les 3 heures d'accompagnement éducatif. Donc, c'était cette aide spécifique, vu qu'il y a encore des collectivités qui ont fait le choix dans d'autres départements d'être sur 4 jours et demi. Cette ligne existe au niveau national, mais vous n'en aurez pas besoin. Montant bonus territoire CTG, donc c'est les éléments dont Gaël Malassi échangeait tout à l'heure. Donc, c'est dans cette ligne-là. Le montant du bonus territoire perçu.
en existant et en développement, c'est ici. Ensuite, nous avons en 70-642 les par famille. Bon, ben voilà, ça, on ne change rien. Il y avait déjà cette ligne sur les comptes de résultats précédents. Donc ça, c'est juste les participations familiales que vous avez. Les produits d'activité annexes, ça peut être par exemple une association qui ne met pas en place que l'accueil de loisirs et qui fait en fait des activités pour pouvoir faire entrer de l'argent au niveau de l'association. Ça peut être des lotos, ça peut être des repas. Et donc ces produits des activités annexes viennent sur cette ligne-là. Ensuite, on a subvention versée par l'État. Donc là, c'est si vous êtes politique de la ville ou si vous avez d'autres subventions versées par l'État. Donc là, la région, le département. Et puis là, la part commune. Donc, vu que vous êtes tous couverts par une CTG et qu'il semblerait que vous êtes quasiment tous éligibles au bonus territoire, quand vous avez votre bonus territoire, c'est soit vous complétez cette ligne, soit vous complétez celle de l'intercommunalité. Soit vous avez une subvention communale ou intercommunale. D'ailleurs, ça doit être noté. Fonctionnement, ouais, non. En fait, quoi qu'il en soit, il faut que celle-ci soit... Parce que, en fait, c'est ce qu'indiquait Gaël tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous êtes financé même à minima par la commune ou intercommunalité sur laquelle vous êtes éligible au bonus. Donc, c'est ici. Je croyais qu'il y avait une ligne intercommunale et je ne la vois pas. Donc, non, c'est que celle-ci. En dessous, 74-51, subvention d'exploitation et prestations de services, MSA, SNCF. Souvent, on nous pose la question où on met la PSMSA, c'est ici. Et puis, subvention d'exploitation CAF, là, on est sur des subventions. Imaginons que l'accueil de loisirs dépose un dossier sur un appel à projet aide au fonctionnement. Je vais prendre, par exemple, l'aide au transport pour les intercommunalités. On finance les intercommunalités qui organisent un ramassage sur le territoire pour que les jeunes puissent avoir accès à l'accueil. C'est du fonctionnement. Ça va apparaître dans subvention d'exploitation CAF. Je regarde un petit peu mes notes, voir si j'ai oublié des choses ou pas. Non, du coup, je reviens juste sur mon histoire de prix de revient et de PS. Il y a une formule qui est très simple. En fait, le prix de revient, et ça peut aussi vous aider pour faire vos prévisionnels. L'idée, c'est de savoir combien vous coûte l'accueil de loisirs dans sa globalité, c'est-à-dire frais de personnel inclus, etc., à l'heure et par enfant. Donc, pour pouvoir le savoir, vous prenez vos charges de l'exercice. Ah, j'entends quelqu'un qui a son micro d'allumé. Merci. Merci. Donc là, vous avez le total de vos charges, donc 33 859,75 ici. Si vous avez 25 000 heures réalisées, il vous suffit de diviser vos charges par votre nombre d'heures réalisées. Et vous obtenez un prix de revient par heure et par enfant. Et à partir du moment où vous êtes au-dessus du prix plafond de la CAF, en fait, la PS, elle va représenter le maximum qui est donné. Par exemple, pour un accueil ado, ce sera 92 centimes. Ce qui fait que si vous avez 50 000 heures réalisées, vous savez que la PS CAF sera, en tout cas celle qui se trouve ici, sera de 50 000 heures multipliées par 92 centimes. Je regarde un petit peu si j'avais d'autres petites choses. Ah, il y a une question, me dit-on. Alors, où devons-nous mettre le label étoile? Eh bien, ouais, bonne question. Le label étoile, c'est une subvention d'exploitation, donc subvention d'exploitation CAF, ici. Compte 74,52. Je regarde un petit peu mes notes, mais je pense avoir fait le tour. Je voulais juste reprendre un petit peu les éléments suite à nos divers webinaires. Alors, je vois, donc là, hop, ça, on l'a passé. Hop, donc par rapport au questionnement, vous avez déjà sollicité sur des thématiques à aborder. Alors, on en a relevé quelques-unes, hein, que ce soit dans le chat du précédent webinaire ou que ce soit sur le questionnaire où certains d'entre vous ont répondu.
on a par exemple d'essayer de faire un webinaire sur toute la politique jeunesse de la CAF pour pouvoir voir quelle est la différence entre la PS jeune, la PS accueil ado. Enfin, et ça semble peut-être intéressant de se dire, bah, tiens, sur quoi peut émarger qui et sur quel dispositif. Donc ça peut être intéressant. Donc on l'a en tête puisque vous nous l'aviez demandé. Vous nous aviez demandé aussi comment on fait un appel à projet. Ça, faudra voir ce qu'on peut mettre en place. L'idée, en tout cas, dans on va dire dans les semaines et dans les mois à venir, c'est peut-être en début d'année, avant que vous ayez à compléter AFAS, de pouvoir vous faire une démonstration en direct et en vous expliquant comment on complète AFAS et comment on fait un prévisionnel d'activité et comment on fait un prévisionnel financier. Voilà, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Ah, merci. Donc, je lis. Top l'idée de la démonstration en direct. Je lis ce qu'on nous met sur le chat. Donc, c'est bien, c'est qu'on a une bonne idée. Donc, ce sera en tout cas avant la complétude d'AFAS du prévisionnel. On s'était dit en début d'année, ça semble plutôt bien, premier trimestre, pour que vous l'ayez bien en tête, pour qu'ensuite ce soit plus simple pour vous. L'idée, c'est de vous faciliter la tâche. Voilà, je vais repasser la parole à Madame Petit et je vous remercie. C'est juste pour conclure, alors à moins que n'hésitez pas encore si vous avez encore des questions, il n'est pas trop tard. L'idée, comme je vous l'ai dit au début, c'est pas que ce soit des formats longs, que ce soit court, assez précis. On essaye de faire du pratico-pratique. Juste une petite info, ne vous étonnez pas si vous n'avez pas tout de suite vos... d'habitude, on lance les prévisionnels, les accueils de loisirs courant décembre. Cette année, ce ne sera pas le cas parce que c'est au niveau du national, on ne peut pas les envoyer en décembre, ce sera même envoyé plutôt début février. Ça ne vous empêche pas, par contre, de travailler quand même les budgets. Mais cette année, voilà, pour nous, alors rien à voir avec le budget de l'État, mais il y a aussi des contraintes au niveau national avec des choses en interne, avec le portail Oméga, etc. Donc, ce sera lancé un petit peu plus tard, donc ne soyez pas étonnés. Par contre, si vous êtes un petit peu pressé pour avoir vos acomptes, il faut vite nous envoyer le prévisionnel dès que c'est lancé pour que nous, on puisse l'analyser en CAF. Et puis, voilà, une fois que c'est validé, on pourra lancer les acomptes. Et encore une fois, on vous demande vraiment d'être réactif pour les envois, que ce soit les prévisionnels, que ce soit les données actualisées, parce que nous, on en a besoin à la fois pour faire vos acomptes et puis aussi pour nos remontées budgétaires au niveau national. Donc, c'est vraiment important que ce soit assez rapide. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on vous dit pour un autre webinaire au cours du premier trimestre 2025. Donc, a priori, pour la démonstration, pour compléter la face, et puis un petit tip pour les budgets prévisionnels. Voilà, merci beaucoup à tout le monde.